Des pétales de fleurs de cerisier qui tombent lentement, portés par une brise printanière, l'image est bien connue et immédiatement on pense au Japon. Et pourtant, partout dans le monde, ces pétales tombent de la même manière. Alors, pourquoi la fleur de cerisier est-elle nécessairement associée au pays du soleil levant? Qu'est-ce qui lui vaut d'être devenu pareil symbole? C'est ce que nous allons découvrir dans cette première vidéo. Minasan, bienvenue dans le Japon de Doc Japan. Si vous êtes comme moi, un ou une passionnée du Japon, des mots tels que Sakura ou encore Hanami vous sont sûrement assez familiers. Mais peut-être ne vous êtes-vous jamais demandé d'où venait ce symbole, ou encore cette coutume du Hanami. Eh bien c'est l'occasion de se poser ces questions, auxquelles je vais répondre ici. Et on va commencer par un peu d'histoire. Alors, bon, je vous rassure tout de suite, cette vidéo n'est pas un cours d'histoire, il s'agit juste de replacer un peu tout ça dans le contexte. Mais si l'histoire japonaise vous intéresse, vous l'avez peut-être aperçu à travers le générique, il y aura une catégorie de vidéos entièrement dédiée sur la chaîne. Enfin ça, si je puis dire, c'est une autre histoire. La plupart d'entre vous le savent sans doute. En japonais, la fleur de cerisier est désignée par le terme Sakura. Un mot qui apparaît pour la première fois durant la période Nara, soit au 8e siècle de notre ère, dans ce qui est considéré comme le plus ancien recueil de poésie du Japon, le Manyoshu. Le mot Sakura est alors écrit avec deux kanji, dont le premier, Sa, vous sera peut-être familier si vous êtes un tantinet japonisant. Oui, vous aurez reconnu le caractère utilisé pour désigner un dieu ou une divinité, même si aujourd'hui il ne se prononce quasiment plus de cette façon. Complété d'un autre caractère désignant un lieu où l'on fait des offrandes, le mot Sakura renvoyait donc à l'origine au signe donné par les dieux que le moment était venu de planter le riz. Vous l'aurez compris, ce signe n'était autre que la floraison des cerisiers. Aujourd'hui, la fleur de cerisier dispose de son propre kanji. Mais à cette époque, les fleurs étaient généralement associées à des divinités, d'où l'emploi de ce caractère. Et c'est justement au cours de cette période, que l'on a appelée la période Nara, que la fleur de cerisier est choisie pour représenter le gouvernement japonais. Une manière de se démarquer ainsi de la Chine, dont l'emblème était alors la fleur de prunier. Sans doute aussi une façon pour les Japonais de dire à leurs voisins qu'il faudrait désormais compter avec eux. Et oui, le Japon, ça compte pas pour des prunes. Non mais, ah oui, alors, pardon, je vous avais pas prévenu. Donc il faudra juste vous habituer à subir de temps en temps ce genre d'humour à base de jeux de mots pourris. Voilà, désolé, c'est ma marque de fabrique. Maintenant vous êtes au courant. Bref, tout ça pour dire que dès le 8e siècle, la fleur de cerisier s'impose comme un emblème politique sur la scène internationale. Et elle l'est restée puisque c'est toujours l'emblème du pays de nos jours. Petite précision quand même, car dans le registre floral, le chrysanthème est lui aussi considéré comme un emblème japonais, même s'il est moins connu. Il s'agit en fait de l'emblème de la famille impériale. D'ailleurs, lorsque le mot Sakura est écrit en caractère katakana, il est synonyme de fraude. Au fil des siècles, la fleur de cerisier a toutefois été associée à d'autres événements. Pas toujours hyper réjouissants, il faut bien l'avouer. On peut citer notamment les soldats qui se sont sacrifiés pour l'empereur durant la guerre civile au début de l'ère Meiji. Le symbole de l'occupation japonaise en territoire conquis ensuite, comme Taïwan ou la Corée, où les Japonais ont planté des cerisiers un peu partout pour bien montrer leur présence. Enfin, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle devient un véritable symbole identitaire et instrument de propagande jusqu'à être peinte sur les avions des kamikazes, une métaphore pour montrer, je cite, qu'ils tombent pour la patrie comme des pétales de cerisier. Oui, je sais, plutôt sympa comme image. N'empêche que vous le voyez, cette petite fleur d'apparence insignifiante a traversé l'histoire du Japon jusqu'à nos jours avec toutes sortes de significations et de symboles. Un dernier petit exemple, l'insigne des policiers japonais a lui aussi la forme d'une fleur de cerisier. Mais vous allez voir que bien au-delà de l'aspect historique et politique,
c'est son côté poétique qui prédomine encore, malgré tout, dans la culture nippone. On entre là dans le registre non seulement de la poésie, mais aussi et surtout de la philosophie. Et ça, c'est le mot aware. Ouais, non, mais ça se prononce aware, hein, pas aware, rien à voir, non. Pour nous autres occidentaux très attachés à des notions telles que la possession matérielle ou l'idée d'immortalité, il n'est pas évident d'appréhender ce que les Japonais entendent par mono no aware. On pourrait traduire ça par l'empathie des choses, mais disons-le franchement, ça nous avance pas des masses. Derrière ce concept se cache en réalité toute une manière de penser, fortement inspirée du bouddhisme et qui a également énormément influencé l'art nippon sous bien des aspects. Mono no aware fait référence à la beauté éphémère et immatérielle. Le terme aware lui-même apparaît d'ailleurs peu de temps après Sakura, durant la période qui suit Nara, l'époque dite de Heian. Aware est presque intraduisible, c'est plus une sorte d'exclamation qui traduit l'émerveillement devant la beauté. Ce terme est notamment repris abondamment dans l'un des ouvrages japonais les plus célèbres, le dit du Genji, de Murasaki Shikibu, et qui est souvent considéré comme le premier véritable roman de la littérature, et pas seulement nippone. Mais quel rapport, me direz-vous, entre cette pensée philosophique et la fleur de cerisier ? Tout simplement le fait que le sakura est un parfait exemple pour illustrer la beauté éphémère à laquelle se rapporte Mono no aware. Vous le savez peut-être, la durée de floraison des cerisiers est relativement courte, pas plus de 10 à 15 jours en moyenne, ce qui a d'ailleurs pour conséquence qu'il faut vraiment bien tomber lorsqu'on planifie un voyage au Japon à cette période de l'année pour y assister. Cette floraison éphémère symbolise donc parfaitement cette notion et, au-delà de la simple beauté esthétique ou spirituelle, elle rappelle aussi et surtout à chacun à quel point le monde matériel dans lequel nous vivons ne dure pas. Ces quelques jours entre fin mars et début avril sont un moment important dans la vie des Japonais. Et de la même façon que les sakuras s'ouvrent, fleurissent puis se fanent, cela coïncide avec le renouveau, la fin de quelque chose et le début de la suite. L'année scolaire par exemple, qui au Japon se termine en mars pour redémarrer en avril. Mais n'allez pas croire pour autant que les élèves japonais n'ont pas de vacances, hein. Le découpage est très différent du nôtre, c'est tout. On en reparlera sans doute un jour dans une future vidéo. Pour finir sur cette notion particulière du mono no aware, c'est elle aussi qui a donné naissance au monde flottant, le fameux ukiyo, que l'on retrouve notamment dans l'art de l'ukiyo-e, autrement dit, les fameuses estampes japonaises. Là, vous commencez, je pense, à saisir l'importance de ce symbole et de l'attachement des Japonais à cette fleur. Et encore, croyez-moi, j'ai résumé. Quoi qu'il en soit, sachant cela, il n'est guère étonnant que le simple fait d'aller admirer les fleurs de cerisier au printemps soit devenu une tradition séculaire. Revenons une seconde à l'étymologie pour expliquer rapidement ce terme de hanami, cette fameuse coutume qui consiste aujourd'hui à aller pique-niquer sous les cerisiers en fleurs. Les japonisants, même débutants, comprendront vite la signification de ce mot au premier coup d'œil, car il reste d'une extrême simplicité. Du moins pour un coup d'œil un minimum initié, bien sûr. Il se compose en effet de deux kanji, hana, la fleur, et mi, du verbe miru, c'est-à-dire regarder. Autrement dit, hanami se traduira facilement en « regarder les fleurs », sous-entendu de cerisier évidemment. Cette coutume découle directement du mouvement philosophique dont on vient de parler, le mono no aware, et est apparu à la même période, durant la période Heian. J'ai omis de préciser que celle-ci est plus longue que l'époque Nara, puisqu'elle couvre, grosso modo, les 9e, 10e, 11e et 12e siècles. Bon, voilà, c'était l'instant histoire, je ne m'étendrai pas plus là-dessus. Revenons à nos bourgeons. Enfin, à nos fleurs plutôt. À l'origine, il s'agissait avant tout de célébrer l'éphémérité et l'immatérialité selon la pensée mono no aware. Le cycle de vie des fleurs de cerisier est très court, comme on l'a vu, et les sakuras deviennent ainsi une métaphore du cycle de la vie au sens large. En Occident, on pourrait rapprocher cette symbolique du fameux carpe diem, car cette nature éphémère des choses sous-entend qu'il faut profiter de la vie au maximum tant qu'il en est temps.
C'est ça avant tout le hanami. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Japonais sont extrêmement attachés à cette coutume. Comme on l'a vu, la floraison est très brève, à peine une dizaine de jours en général. Et il faut donc se hâter d'en profiter, mais ce n'est pas toujours évident pour les Japonais, compte tenu de leurs horaires de travail notamment. Et c'est pourquoi ils cherchent à en profiter au maximum, même la nuit. Dans certains endroits, des éclairages sont mis en place exprès pour permettre à ceux qui n'ont pas pu faire leur hanami dans la journée d'admirer malgré tout les sakuras et de pique-niquer s'ils le souhaitent. Cela porte d'ailleurs un nom, le Yozakura, que l'on pourrait traduire par les sakuras du soir. Il existe même des festivals, ce que l'on appelle communément les matsuri, organisés dans certaines localités pour célébrer le Sakura Mankai, autrement dit le moment où la floraison atteint son apogée. C'est le cas par exemple à Tokyo, dans le quartier de Nakameguro. Le hanami est un moment culte dans l'année au Japon. Durant ces quelques jours, il est sur toutes les lèvres, sur toutes les chaînes de télé, où l'on suit presque heure par heure la progression de la floraison du sud au nord du pays. Les boutiques se parent de couleurs rose pâle un peu partout, et il n'est pas rare de voir les gens s'arrêter pour photographier des cerisiers sous toutes les coutures. Et non, je ne parle pas forcément des touristes, mais avant tout des Japonais eux-mêmes. On pourrait croire qu'ils sont habitués, et pourtant, chaque année, c'est le même rituel qui recommence. Les sakuras envahissent littéralement le pays, jusque dans les assiettes, puisque les plats à base de fleurs de cerisier ne manquent pas. Pétales séchés ou marinés pour assaisonner, ou encore infusés dans le thé, incorporés dans les onigiri, et j'en passe. Je terminerai par une info un peu surprenante, parce que quand on pense sakura ou hanami, on pense évidemment tout de suite au printemps. C'est logique. Et pourtant, sur les 600 espèces de cerisiers présentes dans l'archipel nippon, il en est une qui fleurit 2 fois dans l'année. Au printemps, mais également à l'automne, entre fin octobre et début janvier. D'où leur nom de Jugatsu Zakura, ou Sakura d'octobre, et on les appelle aussi parfois Fuyu Zakura, ou Sakura d'hiver. Les admirer n'est pas si simple, et il faut déjà pour cela se rendre au nord-ouest de Tokyo, dans la préfecture de Gunma. Le lieu le plus emblématique porte toutefois bien son nom, Sakurayama, autrement dit la montagne aux sakura. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo, j'espère ne pas vous avoir perdu en route et que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce d'encouragement, à partager la vidéo, c'est important, laissez un petit commentaire si le cœur vous en dit et bien sûr, à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très vite pour en apprendre davantage sur le Japon. Matane!